Et je sais que quand j'étais en sixième, on avait un exercice à faire. C'était écrivez sur une lettre ce que vous voudriez être plus tard. Et moi, j'avais écrit je veux être athlète professionnel. Et c'est clair que je C'est me suis ça. battue, j'ai rien lâché. Il y a eu des moments très durs et j'ai combattu. Et je combats toujours d'ailleurs. J'ai des moments où je me sens pas heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse et je me dis wake up là, réveille-toi, il y a quelque chose qui va pas. Et on nous a toujours dit, on ne parle jamais de sacrifice, on parle de concession. Parce que la vie que Mhm. vous avez décidé de mener, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui avez envie de Complètement. jouer en équipe de France, c'est vous qui avez envie de faire du sport de haut niveau, c'est vous qui avez envie de gagner des médailles. Donc, ce sont des concessions, ce sont des choix qu'on décide de faire et non pas des sacrifices. Je crois que on est tous des costauds sur le terrain qui se bastonnent. Enfin, non, c'est pas ça le rugby. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Charles Briet et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Lénaïque Corson avec un prénom bien breton, donc on peut pas renier tes origines en tout cas. Et puis, bonjour Lénaïque, Bonjour. joueuse internationale de rugby, membre de l'équipe de France de rugby, c'est ça? Faut que je me trompe pas, Exactement, oui. hein? Et puis tu vas nous expliquer ton parcours. D'abord, comment tu vis cette période de confinement? Toi, comment tu as vécu cette période de confinement, puisqu'on commence à déconfiner là? Ben écoute, très bien. Pour une sportive de haut niveau, c'est pas forcément facile. Oui, c'est vrai qu'il y a eu certains sportifs qui ont eu du mal à s'adapter et qui n'avaient pas la place qu'ils auraient aimé avoir pour un confinement, c'est-à-dire un appartement de 20 mètres carrés et du coup difficile de peut-être trouver de l'occupation et pouvoir se bouger. Mais moi, pour le coup, c'était vraiment une grosse chance, c'est de fêter mon anniversaire le 15 mars et du coup de me retrouver bloquée chez mes parents. Mais c'est une chance parce qu'ils habitent une maison à la campagne, en plein dans la nature. Si tu veux, nous, on a la chance d'avoir vu des lièvres passer devant chez nous, des chevreuils, des biches. Et ça, c'est un spectacle juste magnifique que nous offre la Ouais, nature. ah, c'est vrai. Et ça m'a fait du bien de retrouver l'essentiel, de retrouver ma famille, de retrouver la santé aussi, autant mentale que physique. Franchement, le confinement a été très, très bénéfique pour moi. Et je suis vraiment en pleine forme, même, enfin, je ne pouvais rêver mieux. Sincèrement, je Bon, pouvais ben, rêver mieux. écoute, génial, génial. T'en étais où dans ta saison? T'étais en... Ben écoute, on était en plein tournoi destination quand le confinement a été Ouais, annoncé, quand il y a eu la crise du coronavirus. On devait jouer le quatrième match du tournoi destination contre l'Écosse. On nous avait rendu nos maillots de match. On devait jouer la veille, enfin le lendemain, pardon. Et en fait, il se trouve que même pas 24 heures avant le match, ouais, 14 heures avant le match, on nous dit le match est annulé et vous ne pourrez pas jouer demain parce qu'il y a eu des Écossaises touchées par le coronavirus. Donc le match est annulé et vous rentrez chez vous. Ah, d'accord. et ouais, un coup dur parce que clairement on s'était entraîné toute la semaine, toutes les semaines avant pour le tournoi destination, pour gagner des matchs. Et là, quand on nous dit ouais quelques heures avant le match que on peut pas le jouer, on avait du mal à y croire. Et puis si, en fait, c'était vraiment bien réel et c'était le début de voilà de la crise dans laquelle on est plongé jusqu'à maintenant. Mais bon, voilà. Pas eu de match en huis clos dans le rugby comme il y a eu dans le football? Non, non, non. Non, il n'y a pas eu ça, hein. Ouais, vous avez arrêté tout de suite. On a arrêté de suite, ouais. Bon, on est un sport de contact, un sport collectif. C'est vrai qu'il y a les risques plus. Donc, on a arrêté. Donc là, la saison, elle est terminée. Comment ça va se passer? Oui, elle est bel et bien terminée. Ouais, c'est Pour ça. l'instant, je t'avoue qu'on est dans le flou le plus total. On sait que notre saison en club est terminée. On sait qu'avec l'équipe de France, on jouera pas de match là, en ce moment. On devait jouer contre l'Irlande au mois de juillet, août. Et au final, je pense que c'est annulé parce que clairement, je vois mal aujourd'hui prendre l'avion, aller en Irlande et jouer. Et puis déjà, on n'est pas préparé. Il y a des filles qui, depuis 2 mois, n'ont pas la chance d'avoir de l'espace autour d'elles et de pouvoir aller courir. Donc pour l'instant,
clairement, on est désentraîné. Donc, la première étape qu'il y aura, c'est de voir déjà si personne a attrapé le coronavirus, parce que ça, on n'en sait rien. Donc, Ouais. passer des tests médicaux. Ensuite, commencer à se réentraîner, s'athlétiser. Et ensuite, après, on pourra espérer reprendre collectivement. Ouais, on en saura plus dans quelques mois. Alors, il y a sûrement des gens qui écouteront le podcast dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'il y a des écoutes qui se font longtemps après. Mais bon, voilà, ça sera marrant de pouvoir voir comment on a vécu cette période, en tout cas. T'as pu continuer à t'entraîner. Toi, si tu étais chez tes parents, tu as continué à faire du sport. Alors, j'ai vu que tu avais fait des vidéos sur Facebook et voilà, t'as partagé un peu tes pratiques de cardio et autres. Ouais, bah voilà, c'était. Je savais que la situation était pas évidente pour tout le monde. Nous les premiers, ce serait exagéré de dire ça. Je pense que c'est plus le personnel soignant qui est touché, tous ceux qui ont été atteints du coronavirus qui sont vraiment dans cette crise. Après aussi tous les gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de salaire en fin de mois parce que ils peuvent pas travailler et qu'ils sont indépendants. Et ça, oui, ça clairement, ce sont les premiers touchés. Nous, on a de la chance, c'est qu'on est contractualisé, donc on a un salaire qui tombe tous les fins de mois, on touche un chômage partiel. Donc on est en chômage partiel. Donc du coup, c'est vrai que on est un peu protégé sur cet aspect-là. Après, clairement, oui, quand on est sportif, c'est pas pour on a C'est envie de clair. jouer forcément, et puis là de s'entraîner pour rien parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que reprendront les compétitions. Ça va remettre en cause t'as des contrats publicitaires, toi, je suppose, non? J'ai pas publicitaire, des contrats de sponsoring. Oui. Ça va remettre des choses en cause, tu penses? Sincèrement, je sais pas. Je sais qu'en ce moment les marques aussi, elles ont envie de promouvoir la pratique sportive, même confinée, même si on va pas être en compétition tout de suite. Ils ont envie de nous soutenir parce que Mhm. voilà, c'est être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et je ne pense pas que non, ça remettra en cause quoi que ce soit parce que les personnes ambassadrices aujourd'hui de nos sports et qui devront montrer la voie et inspirer les gens à voilà à aller mieux, à passer des messages motivants, à passer un moment de crise et c'est ce qu'on peut vivre aussi dans une vie, un divorce, décès dans On notre est famille, d'accord. une perte d'emploi. Enfin, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Tout le monde a des petits soucis dans sa vie, mais voilà, il faut savoir aussi remonter, passer les obstacles et puis rebondir. C'est la vie. C'est la vie, c'est la résilience et c'est la vie. Exactement. Remarque, il paraît, enfin c'est sûr même, les marques que ce soit Adidas ou Nike, ils ont jamais autant vendu de survêtements, de chaussures, Ouais, c'est vrai que j'ai été sur le site Adidas, je voulais acheter un tapis de yoga et tout était écoulé, c'était impossible. non, ils ont explosé le truc, ils ont multiplié par 10 les chiffres d'affaires. Les Ouais, gens, ils ça sont tous m'étonne pas. habillés, ils se sont tous habillés en jogging chez eux, donc ils sont tous, ah non, Ouais, c'était la et folie, puis quoi. il y a beaucoup de gens aussi qui avaient une pratique de vie, enfin qui avaient une vie sédentaire et qui se sont rendus compte que s'ils restaient en plus à la maison, à rien faire, à beaucoup manger, ils allaient finir par ne plus sortir de chez eux, plus C'est pouvoir clair. passer par la porte. Et ils se sont dit, bon, ben, on va faire un peu de sport. Ils n'étaient pas forcément équipés chez eux, donc forcément. Pour éviter de ressembler à un loukoum au bout de quelques Exactement. temps. Alors, est-ce que tu peux si on revient un peu au départ, te présenter en quelques mots, alors toi, tu es originaire de Rennes, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, tu es comme moi, on est originaire de la même ville. Pas de Rennes. Non, je suis originaire d'un petit village dans les Côtes d'Armor de D'accord? 1000 habitants qui s'appelle Le Vieux Marché. Ça se situe à peu près entre Lannion et Guingamp. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, très bien. Bon, un petit Et village. j'ai fait mes études à Rennes par Ouais. contre. Et tu as fait tes études à Rennes, voilà, c'est Je ça. connais bien Rennes. Donc, tu as fait t'as fac à Rennes, comme moi j'ai fait ma fac de droit à Rennes aussi. Donc, voilà, un peu la même chose. Exactement. J'ai fait une économie sociale sur Lannion. Ensuite, j'ai validé une licence en économie et gestion. Là, je connaissais pas encore le rugby en fait. Moi, j'ai commencé sur ensuite, je suis partie un an en Australie pour vivre une expérience intéressante, d'être à l'étranger, de progresser en anglais, de pouvoir aussi faire du rugby en Australie. Et puis quand je suis revenue, j'ai fait un master en management du sport. Et comment t'es tombé dans la marmite du rugby, du coup, et c'est ta passion aujourd'hui? Alors, moi, je vais toujours chercher la passion, hein, j'aime bien voir ce qui les fait sortir de leur zone de confort et qui donne du sens, en tout cas. Comment t'es tombé dans cette marmite-là? Et peut-être que, voilà, t'étais déjà dans une marmite de sport avant, je suppose. Oui, ouais, j'ai fait 14 ans d'athlétisme avant de passer au rugby. Et ensuite, j'ai découvert le rugby il y a 10 ans.
Quand je suis arrivée à Rennes pour ma 3e année de licence, et ce qui m'a plu, en fait, j'ai commencé d'abord à la fac, à l'université, et ce qui m'a plu en premier, c'est clairement les gens, le collectif qu'on avait, le collectif de filles. C'était que des débutantes, des filles qui étaient juste curieuses de faire du rugby, qui avaient envie de se défouler sur un terrain. Et en fait, ce que j'ai apprécié le plus, c'était de se retrouver avant ou après l'entraînement pour aller partager un McDo, pour aller partager un café, un goûter. En fait, c'est plus le côté social du rugby, moi, qui m'a énormément... Parce que c'est hyper fédérateur. Et bon, il n'y avait pas une fille qui savait faire une passe à l'époque. Enfin, Ouais, on était au début, ouais. ah oui, oui. Donc moi c'est ça qui m'a plu et puis bon après bien sûr on a arrêté de manger des McDo parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était de hein. Oui, parce que tu aurais pu rester que sur la 3e mi-temps et faire la fête tous les soirs. Mais bon, après, c'est. Ouais, mais c'était pas mon tempérament non plus. Enfin, c'était important de la faire et je pense qu'avant je la faisais plus mal cette 3e mi-temps avant de connaître le très haut niveau. Mais maintenant ouais c'est enfin quand j'ai commencé, ouais, on va dire, pendant 4 mois, j'ai été à la fac et après, j'ai dit, bon, Léna, là, t'as envie de compétition, t'as envie de match, t'as envie de t'entraîner davantage, t'as fait 14 ans d'athlé avant, je suis une compétitrice. Et du coup, j'ai absolument voulu progresser et puis c'était vraiment un sport ouais, qui me plaisait, quoi. De porter le ballon, d'avancer. J'étais athlète et je courais assez vite. Et de porter un ballon et de courir vite sur un terrain, ça, je savais faire. Je savais pas faire de passe, je savais pas trop plaquer. Mais courir, avancer, ne pas me faire attraper, ça c'est quelque chose qui m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai accroché et que derrière j'ai signé en club au Stade Rennais Rugby. Et après, 2 ans après, j'ai commencé en équipe de France. C'était un sport où le rugby féminin n'était pas du tout médiatisé, le football non plus d'ailleurs, hein, c'est vraiment dans les dernières années. Comment étaient vécues les choses? Je sais pas, quand tu as dit à tes parents je vais jouer au rugby ou à tes amis, ils t'ont dit t'es folle? Ouais, mon papa, ça a été parce que mon papa est coach de rugby. Donc du coup, lui, comme ça, il était plutôt content. Il me voyait bien faire du rugby parce que j'avais le profil, je fais 1m85, j'étais costaud, il me voyait bien. Ma mère m'a dit non non non, attends, moi je t'ai payé l'orthodontie, t'as une super dentition, ne va pas casser tes dents au rugby, quoi. Donc elle pensait qu'à ça, elle me disait non mais tes oreilles et tout, elles vont être déchiquetées. Donc ma mère avait peur sur le côté physique, esthétique, on va dire. Mes grands-parents c'était oh mais non, tu vas quand même pas faire un sport de garçon, ça se fait pas. Voilà. Et mon copain de l'époque, lui, pareil, c'était non mais hors de question que tu fasses du rugby, c'est un truc de mec, c'est bourrin, non non, je veux pas que tu fasses. Et donc au final, ouais, à part mon père, je crois qu'il y avait pas grand monde qui était si motivé que je fasse du rugby. Et c'est vrai que l'image a commencé à changer quand j'en ai joué en équipe de France à haut niveau. Ils se sont dit ah ouais, elle représente l'équipe de France. C'est une certaine fierté quand même. Donc là, l'image a changé. Mais c'est clair que quand j'étais simple rugby woman à Rennes lambda, clairement, ouais, ils avaient des gros a priori et ils n'étaient pas très fans que je joue au rugby. Ça, c'est clair. Et là, tu es passé d'un sport individuel qui était l'athlétisme à un sport collectif. Tu avais ce besoin de te retrouver dans une équipe parce que quand on fait de l'athlétisme, on est sur quelque chose d'individuel, une performance individuelle en tout cas. Et là, tu changeais complètement ton spectre, enfin en tout cas, de se dire voilà, je vais faire partie d'un collectif et je vais plus être toute seule, quoi. Bah, c'est vrai que c'est rentré aussi dans la balance. En fait, j'ai fait 14 ans d'athlé. Je m'entendais plus très bien avec mon entraîneur. Je commençais à être complètement dégoûtée de l'athlé. Et je me suis dit, stop, arrête avant de péter un câble, de taper quelqu'un. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais passer à un sport co parce que j'ai envie de changer d'air. Donc, il y avait soit le basket, le hand, il y avait le rugby aussi, le volley. Et en fait, le seul de ces 4 sports, c'était le rugby que je pouvais faire parce qu'il correspondait à mon calendrier universitaire. C'est-à-dire que les autres, Ok. c'était en pleine journée et moi, j'étais en cours, donc je pouvais pas. Et le rugby était en soirée, donc je pouvais me rendre disponible. Et c'est comme ça que j'ai un peu choisi le rugby universitaire, et que j'ai choisi un sport collectif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais c'est tellement appréciable de partager des choses sur un terrain, même en dehors, de connaître plein de monde. Enfin, clairement, au rugby, on a un réseau de dingue parce que tout le monde se connaît entre eux. Il y a énormément de compétitions, de tournois où il y a beaucoup d'équipes qui sont réunies. Il y a une bonne ambiance.
Donc du coup, c'est vrai que c'est un réseau énorme qu'on se fait grâce au rugby, qu'on a beaucoup moins avec l'athlé. On reste beaucoup plus dans sa sphère privée. Et c'est vrai que le rugby, pour le coup, je suis quelqu'un moi qui adore le relationnel, qui adore les contacts humains. Alors ouais, ça, je me suis vraiment retrouvée au rugby. Ah ouais, vraiment. Donc, tu as trouvé ta passion en pratiquant, en fait, parce qu'au début, c'était pas une passion. Tu t'es pas dit, toute petite, je veux faire du rugby, quoi. C'est Ah venu pas petit du à petit. tout, non, non, pas du Ça a tout. été des concours de circonstances, plus que ça. Ah ouais, complètement. Mon père était coach, comme je te l'ai dit, et nous emmenait à l'école de rugby. Alors mes deux frères jouent au rugby. Et moi, en fait, je jouais avec le ballon, mais toute seule dans mon coin. J'avais pas du tout envie de jouer parce que déjà, il n'y avait pas de filles. Donc, je me sentais un peu seule. Je pense que j'avais pas une personnalité assez affirmée à cet âge-là pour aller jouer avec les garçons. Et non, ça m'intéressait pas, en fait. C'était vraiment courir, faire de l'athlé. C'était mon dada, quoi. C'était mon truc. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais connu l'athlé, c'était que ça. Et je voyais que par ça. J'avais mes stars que je suivais, comme Marie-Josée Pérec. Oui, oui. Après, plus tard, Christine Aron, Muriel Urtis, Ladji Doucouré chez les gars, Marc Craquille, Lacey John. Enfin, voilà, plein d'athlètes que j'ai adoré regarder à la télé. Et il y avait que ça qui existait. Moi, le rugby, je le regardais à la télé, je ne captais que dalle. Je me suis dit, c'est quoi ce sport? Ils sont tous par terre, il y a beaucoup de monde sur le terrain. Enfin, c'était très brouillon pour moi. C'était pas, j'arrivais pas à lire le jeu et ça m'intéressait pas plus. Hormis quand il y avait quelqu'un qui allait marquer un essai et qui courait sur le terrain. Ça, limite, ça pouvait m'intéresser parce que je voyais la course, donc je comprenais. Mais dans le jeu, non. T'avais cette envie de réussite parce que quand tu me dis, voilà, tes idoles, ça a été, voilà, Marie-Jo Pérec ou des gens comme ça. T'avais cette envie de réussite. Tu t'étais dit à un moment, je veux être, que ce soit à Ouais. l'athlétisme ou au rugby, je veux être à la télévision un jour. Est-ce que tu avais besoin de reconnaissance à ce niveau-là, Je sais pas si je me disais, il faut que je sois à la télé, mais en tout par la cas, télé oui. ou de reconnaissance en tout cas, ouais, ouais. Ouais, en tout cas, ouais, clairement, elle m'inspirait. D'accord. Et je sais que quand j'étais en sixième, on avait un exercice à faire. C'était écrivez sur une lettre ce que vous voudriez être plus tard. Et moi, j'avais écrit je veux être athlète professionnel. Mais c'était déjà un rêve d'être athlète professionnel. Et j'ai retrouvé là avec le confinement, c'est génial parce qu'on retrouve plein de souvenirs d'enfance. C'est clair. Et j'ai retrouvé un dessin en fait où je me vois soulever le drapeau français en tenue d'athlète. Et j'avais marqué en dessous à 18 ans. Donc je me voyais à 18 ans soulever le drapeau français et me dire c'était moi quoi. Et Ouais, c'était ouais, en ça, fait ouais, c'était c'était plus ça. la Ouais, ouais. fierté de représenter l'équipe de France, ouais la fierté du drapeau, la fierté de représenter la nation, de faire haut niveau, de faire ma passion mon métier en fait. Et, et c'est vrai qu'au final, bah, quand j'ai décidé d'arrêter de l'athlète, je me suis dit bon bah jamais je vivrai mon rêve d'être athlète professionnel. Mais au final, jamais j'aurais pensé de devenir rugby woman professionnelle, jouer en équipe de France depuis 2012. Enfin, c'est quelque chose, le destin est incroyable. Enfin, quand je regarde derrière moi, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré des gens formidables sur mon chemin qui m'ont fait énormément progresser. Il y a un concours de circonstances énorme. Après, c'est sûr que voilà, il y a aussi les capacités physiques, mentales qui rentrent en cause, mais il y a aussi une grosse part de chance et de. Tu crois à cette grosse part de chance ou tu penses que le travail que tu as fait quand même et le travail que tu as accompli fait que voilà, ça crée aussi un certain nombre un certain nombre de faisceaux qui font que bah, il y a un moment tu les vois et tu les prends quoi, mais Oui, bien sûr que aujourd'hui, je ne vais pas te dire que j'ai eu tout ce que j'ai facilement. On m'a rien donné gratuitement et j'ai été me le chercher. Et c'est clair que je c'est me suis ça. battue, j'ai rien lâché. Il y a eu des moments très durs et j'ai combattu. Et je combats toujours d'ailleurs. Mais, mais aujourd'hui, je suis aussi capable de voir que il y a un gros concours de circonstances. Si j'avais pas rencontré mon entraîneur qui était passionnant et qui m'a fait accrocher au rugby. Si j'avais pas rencontré l'équipe de Rennes qui jouait en élite à ce moment-là, avec des filles qui étaient en équipe de France aussi dans mon club, donc je me suis dit bah en fait moi j'ai envie d'être comme elles.
Je sais pas, je serais à Perpète-les-Oies à jouer au rugby. Je pense que je serais jamais sortie peut-être de mon trou et jamais on m'aurait connue en tant que joueuse de rugby professionnelle ou en équipe de France. Donc clairement, je pense oui, il y a les rencontres qu'on fait qui sont déterminantes. Et après, c'est indéniable le travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueuses qu'on voit qui ont des grosses capacités énormes qu'on voit déjà en équipe de France, mais malheureusement derrière le mental ne suit pas et des fois l'entourage non plus ne suit pas, ou des fois on met trop dans la tête du jeune des choses qui sont fausses et on l'accompagne mal et derrière ça fait un carnage parce qu'on a fait rêver des gens et au final ils atteindront pas leurs rêves parce que mentalement ils ont été faibles entre guillemets, enfin c'est même pas faible, c'est ils ont été mal accompagnés ou alors ils ont eu un déséquilibre quelque part. Oui, ils étaient peut-être pas assez forts. Après, chacun a son parcours de vie Bien aussi sûr. et aussi ses blessures. C'est ça, c'est le parcours qu'on va faire. Mais on le dit, le mental est une partie, c'est peut-être la partie la plus importante de la réussite d'un sportif, hein. Après, il faut avoir le physique, hein, je suis d'accord avec toi, mais bon, ça va être C'est important. un mix, ouais. Aujourd'hui, la performance, nous, on le dit, c'est la performance, c'est un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui tu es performant. C'est sûr que oui, tu as un physique intéressant, c'est un plus. Tu te blesses pas, c'est un plus. Mentalement, tu es bien équilibré, tu sais où tu vas, tu es fort de tes convictions, tu es déterminé, c'est un plus. Tu as peut-être un double projet à côté, sachant que tu mets pas toutes les billes dans le même panier, c'est-à-dire bah, tu mets tes billes dans le paquet de rugby parce que voilà, tu crois en tes chances et que tu as envie de t'entraîner fort, mais tu mets aussi tes billes dans des études pour devenir aussi quelqu'un de curieux, qui aime l'apprentissage, qui apprend tout simplement de la vie à l'école. Tu mets aussi des billes dans une vie professionnelle, vers quoi tu veux te diriger comme métier, parce que le rugby, c'est bien beau, mais aujourd'hui, ça concerne très peu de personnes qui en vivent tous les jours. Et clairement, si derrière, on n'a pas quelque chose sur lequel on peut se reposer sereinement, c'est compliqué. Si j'ai un bagage, des diplômes derrière moi, si j'ai déjà travaillé, j'ai fait des stages, je sais ce que je veux faire comme métier, clairement, j'envisage l'avenir plus sereinement. Et je me dis, si le rugby, ça marche pas, je peux toujours me rabattre sur ce que j'ai mis à côté. Et c'est ça l'importance d'avoir voilà, un double projet chez les sportifs. C'est aussi important d'avoir une famille sur laquelle on peut se reposer, qui est capable de nous écouter, sur des amis qui ont envie de notre réussite et qui ne sont pas jaloux. Mais c'est un ensemble d'énormément de choses. Par exemple, un conjoint ou une conjointe qui est capable de te soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est plein de choses, la performance. On voit pas tous les sacrifices derrière, on voit pas tout le travail, on voit pas la personne qui m'a tendu la main quand j'allais pas bien, on voit pas ma famille qui me soutient et qui était là pour m'écouter dans les mauvais moments. Ça, on le voit pas, mais c'est tout ça qui font la performance. Ouais, complètement. Waouh, c'est bien de nous partager ça. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là? Je suppose que oui. Alors, en fait, ta question me fait rire parce que, enfin, me fait Ouais, rire, me fait sourire, on va dire. Nous, pas de souci. on a été un peu entraînés à la dure pour les filles de France de rugby à 7 et on nous a toujours dit on ne parle jamais de sacrifice, on parle de concession. Parce que la vie que Mmh, vous avez décidé de mener, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui avez envie de complètement. jouer en équipe de France, c'est vous qui avez envie de faire du sport de haut niveau, c'est vous qui avez envie de gagner des médailles. Donc, ce sont des concessions, ce sont des choix qu'on décide de faire et non pas des sacrifices. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'en final, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, bah oui, au final, c'est moi qui ai décidé, donc c'est pas des sacrifices. Oui, c'est des choix. Non, je suis d'accord, c'est des choix. Mais quand je vais dire, c'est le sacrifice dans le sens où tu sacrifies peut-être une partie de ta vie, tu sacrifies des sorties, tu sacrifies peut-être des vacances ou autre parce que tu as fait le choix d'avoir une autre vie, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. C'est aujourd'hui on nous dit est-ce que tu as le droit de manger ça ou pas Je dis mais ça c'est toi qui vois. C'est est-ce que tu as envie d'être performante? Est-ce que tu as envie de décider de d'être forte? Enfin, je sais pas moi, des critères est-ce que tu as envie de courir vite? Est-ce que tu as envie de courir plus longtemps? Ben ne fume pas alors, OK? Est-ce que tu faut privilégier le sommeil? D'accord, ben je vais pas me coucher à 3 heures du matin et boire 10 verres dans la soirée.
C'est C'est juste ça. clair. Après, s'il y Ouais. en a qui arrivent à le faire et qui arrivent à être performants, bah allez-y, enfin, en quelque sorte. Moi, c'est pas mon truc, donc je le ferai pas. Mais je sais ce qui est bon pour moi. Je sais aujourd'hui, je me connais. À 31 ans, on se connaît un peu, même si je pense que on n'a pas fini de se découvrir encore. Il y a des choses sur lesquelles on peut se baser et qu'on sait que ça participera à notre performance. Et c'est nous qui décidons de le faire. C'est quoi ta journée type du coup? Pendant le confinement ou C'est quoi? pendant... Non, 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 pendant ton non, non, on va sortir du confinement, mais pendant le reste de l'année. Après, je pense que tu as des journées qui sont différentes en fonction des périodes, de match et des périodes d'entraînement et des périodes la période d'hiver et cetera. Mais c'est quoi? Tu es plutôt quelqu'un qui se couche de bonne heure? Tu te lèves à 5 heures du matin? Tu t'entraînes la nuit? Je sais pas. Non, alors moi je suis plutôt une couche tard. Ouais, Je suis pas forcément une lève tard, mais j'adore, ouais, vers minuit, j'adore me coucher vers là, quoi. C'est mon heure. d'accord. J'essaie de me coucher un peu avant parce que le sommeil récupérateur, il est avant minuit. Donc quand je me couche à 23 heures, pour moi c'est limite tôt, c'est bien, c'est mon objectif. Après, non, bah, une journée type, c'est à peu près 2 à 3 entraînements par jour. Quand j'étais au centre d'entraînement de rugby à 7. Le rugby à 7, en fait, est différent du rugby à 15. Aujourd'hui, le rugby à 7 prépare les Jeux Olympiques de Tokyo Mhm. 2021. Donc, j'ai fait partie de ce centre d'entraînement pendant 6 ans. Je viens d'arrêter là, ma carrière là au mois de juin, si j'étais. Et je vais passer sur le 15. Donc, je prépare la Coupe du Monde qui aura lieu également en 2021 en Nouvelle-Zélande. Et donc à 7, oui, on avait l'habitude de s'entraîner 2, 3 fois par jour, avec une séance de muscu, une séance de renforcement musculaire. Ça pouvait être une séance physique de type vitesse, de type de l'endurance, de la VMA. Et après, bien sûr, du rugby, parce qu'on pratique quand même du rugby. Donc c'était plus souvent du rugby, hein, d'ailleurs, qu'on faisait comme entraînement. Après, il y a aussi une plage qui est pour la récupération, pour se régénérer. Donc, on appelle ça les soins, soit auprès des kinés si on a un petit bobo, parce que ça arrive au rugby que quand même on sollicite énormément nos corps et donc on a besoin d'un kiné, ostéo. Et ensuite, il y a la balnéo, c'est des bains chauds et des bains froids, c'est alterné pour, bah, si tu veux, améliorer la circulation sanguine au niveau des jambes et éviter l'effet de lourdeur pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de semaine, parce qu'on avale les kilomètres sur le terrain. Donc c'est quelque chose de Ouais. très important. Et puis il y a aussi la cryothérapie qu'on faisait là plutôt en fin de semaine, où on est dans un frigo à moins 110 degrés et on marche en maillot de bain pendant 3 minutes. Dans ce frigo-là pour, pareil, pour régénérer le corps. Et c'est des séances qui quand même traumatisent un peu le corps parce que bah, ça reste moins 110 degrés, donc il faut lutter contre le froid. Mais du coup, qui permettent au corps derrière de se régénérer parce qu'il a connu une grosse période de stress avec les 3 minutes en moins 110. Et après, du coup, il se relâche et on dort beaucoup mieux la nuit. Donc, du coup, ça participe à la récupération. Il y avait aussi des moments où on organisait des temps vidéo et des Ouais. temps d'échange avec l'équipe parce qu'on se rend compte que une équipe, oui, certes, c'est travailler physiquement et ensemble sur le terrain, mais c'est aussi travailler à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'équipe soit plus soudée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions sur le terrain? Il y a des choses qui n'ont pas été dites sur le terrain. Il faut maintenant savoir se le dire en face parce Mhm. que j'imaginais bien que c'est pas toujours tout rose et que des fois il y a des clashs sur le terrain, qu'il faut savoir mettre ses égos de côté et donc forcément il faut régler ces problèmes-là. C'est comme en entreprise, s'il y a des choses qui se passent Oui, c'est mal, pareil. il faut éclater et dire les non-dits. Vous travaillez avec des coachs là-dessus? Vous avez des coachs qui... Non, 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 on a de la chance, c'est qu'on a un entraîneur qui est un très bon manager, qui lit D'accord. énormément et qui, du coup, bah, apprend aussi de ses erreurs du passé pour aujourd'hui pas faire les mêmes erreurs et voilà, contribuer à vraiment un esprit d'équipe et en même temps, ben, on recherche la haute performance et voilà, donc il faut savoir tenir le cap. Tu le sens ça dans ton corps? Alors le rugby, c'est un corps c'est un sport qui entraîne beaucoup de traumatismes, hein, Est-ce que tu le ressens toi dans ton corps aujourd'hui à 31 ans ou pas encore? Comment te dire? Oui, oui, clairement.
clairement, je le ressens. Il y a une des biographies qui m'a beaucoup inspiré. Je l'ai ressorti en fait en préparant l'interview là. C'était la biographie de Johnny Wilkinson, Mémoire d'un perfectionniste. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, bien sûr, exact. Qui est un des plus grands, qui est peut-être le plus grand rugbyman du monde, je sais pas. Chacun évalue ça comme il veut, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été blessé beaucoup de fois dans sa vie et qui a une force mentale énorme autour de ça. Mais après, c'est quoi les blessures c'était ça, les blessures du rugbyman, c'est les genoux qui lâchent et lui, il avait les genoux qui lâchaient, les hanches qui lâchaient. Ouais, il y a eu un peu de tout. C'est vrai que je l'ai lu il y a un petit moment. D'ailleurs, tu fais bien de me le dire. Je vais me le remettre près de la table de chevet. Et non, effectivement, bah, après, c'est différent et c'est propre à chacun. Moi, j'ai eu beaucoup de déchirures musculaires. J'ai eu au mollet, j'ai eu au quadriceps, j'ai eu 3 fois aux ischios. J'ai aussi des gros problèmes de dos, des lombalgies chroniques. Des fois, c'est presque rien, mais à haut niveau, ça pardonne pas et ce déficit-là, faut vite le combler, sinon, bah, on peut avoir des problèmes ailleurs. Et voilà, bah, j'ai eu 2 années là, 2 saisons catastrophiques, clairement, sur le plan physique. Je pense qu'on peut difficilement faire pire, même si c'était pas des choses très longues, dans le fait que voilà, c'était des petites blessures. Entre 1 mois et 3 mois. Voilà, quand certaines blessures peuvent aller jusqu'à 9 mois avec notamment les ligaments croisés. Pour le coup, moi, j'ai été épargnée sur les grosses blessures, mais j'ai enchaîné beaucoup de petites blessures qui ont été très, très dures à gérer mentalement parce que clairement, on se dit, bah allez, on est chaud là, ça nous arrive une fois, c'est pas grave, je repars, je m'entraîne, je me réathlétise, je fais mes soins kinés, je mange bien, je dors bien, je suis au taquet, ça va être bon. Et là, bim, tu te reblesses. Bon, c'est pas grave, je vais repartir, ça va le faire, je garde le sourire, je m'entraîne, j'ai des objectifs, je vais les faire. Bim, tu te reblesses. Et en fait, ainsi de suite jusqu'à 8, tu te dis, là, je suis fatiguée, là, j'ai mon cerveau, je sais même plus comment il fonctionne, je sais plus si je suis encore capable de donner, je suis plus capable de faire du rugby, et je me pose sincèrement des grosses questions. Et puis au final, je me rends compte que la part mentale est énormément importante là-dedans. Et aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi je me suis blessée à certains moments. C'est parce que j'étais pas heureuse dans la vie dans laquelle je menais, que je me posais énormément de questions et que j'avais eu un niveau de performance en 2017 que j'arrivais plus à avoir. Et c'est pas que ça m'angoissait, mais ça m'énervait de pas retrouver ce niveau-là. Et en fait, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai commencé à profiter un peu de la vie. J'ai profité à me dire, en fait, il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a autre chose aussi. En fait, ces 2 dernières saisons, j'avais privilégié que le rugby. Et en fait, moi, c'était quelque chose qui ne m'allait pas. Parce que j'avais besoin d'avoir des contacts à l'extérieur, j'avais besoin de me sentir utile autrement, j'avais besoin de travailler dans des assos, j'avais besoin de savoir comment je pourrais guérir mes blessures aussi autres que par la médecine générale. Donc, je me suis tournée aussi vers la médecine un peu plus douce et vers des herboristeries. Et au final, tout ça a contribué à ce que je me sente beaucoup mieux dans la tête, à vraiment un bien-être général. Et je me suis dit, voilà, ça y est, là, je suis prête à performer parce que je me pose plus de questions et j'ai envie, je suis motivée. J'avais retrouvé l'envie de jouer aussi. Donc c'est dommage parce que cette période-là, c'était en plein tournoi destination de cette année, si tu veux. Donc j'ai pas pu exploiter toutes mes capacités et tout ce travail-là encore sur le terrain. Mais après le confinement, c'est comme ça que tu remontes en fait. C'est quand tu es au fond de la piscine. Bon voilà, il faut taper un coup au fond, hein, comme on dit. Mais en fait, c'est de retrouver ton équilibre que tu avais peut-être perdu, c'est ça? Complètement. Enfin, te recentrer et aligner tes objectifs ou aligner ta passion par rapport à ce que tu es toi, quoi. Hein, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer une coach perso là il y a pas longtemps, enfin que je connaissais déjà depuis un moment et qui m'a ressollicité là pendant le confinement et qui m'a encore appris plein de choses sur moi-même, mais juste en me posant certaines questions. Et je me suis dit, oui, en fait, je suis comme ça, je suis comme ci, c'est ça que j'ai envie de faire. Et elle m'a posé les bonnes questions. Ensuite, chercher à découvrir les réponses, apprendre à mieux me connaître. Et derrière, on se rend compte que, voilà, on sait ce qu'il faut pour être heureux. Et ça, faut le garder en tête. Faut même l'écrire. Moi, pour le coup, j'écris beaucoup. Et le ressortir quand ça va pas. Et ça, le confinement, c'est pour ça, m'a fait un bien fou parce que je me redécouvre. Je suis quelqu'un qui est baroudeuse, qui adore voyager, qui adore partir à l'aventure. Je suis partie 1 an en Australie, sac à dos, toute seule, à 20 ans.
c'est quelque chose qui me manque, et ça fait c'est ma personnalité. Et je m'interdisais un peu de voyager parce que voilà, j'étais avec quelqu'un non plus qui voulait pas forcément voyager. Je voyais pas ma famille et je m'interdisais de la voir parce que je me suis dit non, rentrer un week-end chez mes parents, ça fait trop. Mais au final, non, ça fait jamais trop. Si c'est ça qu'il faut pour être heureux, bah retourne un peu plus souvent et attends pas de les voir que 2 fois dans l'année et que ça aille pas. Et tout ça, je l'ai découvert ici. Il y a des choses, je suis hyper sensorielle. Je sens que quand je sens la nature, quand je vois des belles choses dans la nature, un lever de soleil, un coucher de soleil, quand je vois une biche qui passe devant chez moi, c'est des choses qui me font kiffer et que je revois plus à Paris. Donc, comment je peux faire pour retrouver cette vie, entre guillemets, qui me manque parce que je suis dans un espace urbain et que je peux pas refaire. Oui, oui. Ouais, aujourd'hui, j'ai été en pleine introspection pendant ce confinement. J'ai appris à savoir qu'est-ce que j'aimais dans ma vie. Et aujourd'hui, maintenant, c'est à moi de me resservir de tout ça pour l'avenir. Qui t'a aidé alors? C'est une coach, tu veux la citer? Oui, elle s'appelle Marie Lefebvre. C'est en fait, c'est ma coach de yoga. C'est ma coach de yoga qui était sur Rennes, qui est d'ailleurs toujours sur Rennes, qui est une super personne et qui est coach perso aussi. Je l'avais rencontrée en fait en 2016 pour la préparation des Jeux Olympiques. Et c'est vrai qu'en partant sur Paris, je n'avais plus trop de contacts. Et pour tout te dire, elle m'a vue dans le journal pendant ce confinement et du coup, elle a repris contact avec moi. Et je la remercie et je remercie le journal aussi tant qu'à faire parce que ça m'a permis de renouer contact avec elle et d'avoir l'aide que j'avais besoin en ce moment pour me reconstruire. Oui, c'est bien. Moi, je trouve ça bien de citer les gens. Je trouve que voilà, quand on a été aidé, c'est bien de citer les gens. Exactement. On parlait du physique. Alors, tu as eu des points de suture dans la bouche aussi, tout ça, voilà. Ouais. Comment tu gères ça physiquement? Parce que tu es une jeune femme aussi, donc est-ce que c'est compliqué d'avoir un sport qui peut t'abîmer quand même physiquement? Est-ce que tu penses à ça ou pas du tout? En vrai, non. Bah, je me suis cassé le nez, donc effectivement, j'ai un nez un peu tordu, cassé, Ouais. qui part en travers et il y a plus de cloison nasale, si tu veux. Mais bon, franchement, je me dis, je me reconnais encore dans une glace, donc ça va, tu vois. Ah, j'ai pas critiqué ton physique, attention. Non, je rigole, bien sûr. Non, mais sincèrement, peut-être que si j'avais une dent cassée et celle de devant, je ferais moins la maline. Voilà, c'est ta mère que Ouais, t'aurais. ouais, j'entendrai parler de ça toute ma vie. Non, non, mais pour le coup, non, c'est vrai, c'est pas une question que je me suis posée. Ok. Ouais. Généralement, c'est plus les autres qui ont peur de moi que moi qui ai peur des autres. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que j'ai un gros physique et puis en plus, ça m'arrive d'être maladroite, de donner des coups de coude dans les pommettes des copines et qui se retrouvent avec des points de suture ou de marcher sur les pieds de mes coéquipières. Mais bon, elles savent que bien sûr, je ne fais pas exprès et que voilà, ouais, je pense que c'est plus à elles qu'il faut poser la question. Est-ce que tu as le sentiment de faire évoluer, que tu as un rôle en tout cas important et de faire évoluer l'image des femmes dans le sport, alors surtout dans le sport collectif? Tu sais, il y a eu les championnes de France il y a eu l'équipe de France en football qui a fait beaucoup évoluer les choses. Il y a l'équipe de rugby avec 2014, voilà, la Coupe du Monde et tout ça. Est-ce que tu as le sentiment, toi, de faire évoluer cette image-là? Est-ce que tu sens que tu as un rôle là-dedans, en tout cas? Bah écoute, ouais, je pense un petit peu. Mais toutes les filles qui déjà jouent au rugby, toutes les filles qui aussi le jouent à haut niveau et qui du coup ont plus de visibilité pour parler de notre sport. Oui, clairement, je pense qu'on est tous ambassadrices de notre sport, hein, mais je parle aussi de la petite fille qui joue en école de rugby avec des garçons et qui joue au rugby malgré ce que les copains peuvent dire. Pour moi, elle aussi, c'est une vraie ambassadrice de son sport parce qu'elle aime ça, parce qu'elle s'en fout du regard des autres, parce qu'elle a envie de faire le sport qu'elle aime et puis elle envoie valdinguer tous les a priori, les clichés qu'on peut avoir sur le rugby et les femmes. Donc, Ouais. je pense que du moment que tu joues au rugby, tu es une ambassadrice de ton sport et il y a tellement de jeunes filles qui sont passionnées aujourd'hui, qui nous écrivent, qui nous disent merci parce que on vous voit jouer à la télé, vous nous donnez envie, vous jouez bien, vous gagnez, vous représentez un état d'esprit qu'on a envie de partager, qu'on aime. Et c'est ça le bonheur, voilà, de représenter notre sport, c'est que derrière on représente aussi beaucoup de femmes
surtout nous qui jouons en équipe de France et qui du coup avons une visibilité, une image qu'on peut développer autour de soi. Donc c'est le top. Et on voit que Ouais. les mentalités changent aussi. C'est vrai qu'avant 2014, les gens savaient pas ce que c'était le rugby féminin, ils en avaient jamais vu, qu'ils trouvaient ça, ils pensaient qu'on était des bourrines, des camionneuses, tout ce que tu veux. Tous les clichés. C'était ça, hein, les a priori. Moi, on me disait, ah ouais, tu fais du rugby, et ils m'ont monté les bras pour faire style, j'étais bouboule ou je sais pas. Et je dis, mais tu crois quoi? Enfin, enfin, tu crois que on est tous des costauds sur le terrain qui se bastonnons? Enfin, non, c'est pas ça le rugby. C'est pas ça. Et aujourd'hui, que tu fasses 1m50 ou que tu fasses 1m90, c'est bienvenu au rugby. T'en as souffert de ça un moment? Non, en fait, c'était plus une fierté, tu vois. C'est vrai que quand j'allais à l'entraînement à Rennes, à l'université, j'allais en bus à l'entraînement. Et du coup, forcément, avec mon petit short de rugby, mes petits crampons à la main, ma petite bouteille d'eau, et les gens disaient, mais vous faites quel sport et tout? Parce que j'y allais avec une copine, on était deux. Et en fait, on fait du rugby. Et ah ouais, non mais genre vous plaquez, genre et vous faites pas mal, vous avez pas peur, machin. Elle me dit mais attends, non, enfin ça reste du rugby, nous, enfin pour nous il y avait rien de dangereux, c'était notre passion, c'était notre hobby. Et du coup, on était même fiers d'expliquer aux gens ce que c'était, ce que ça pouvait être, parce que ouais, en 2009, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de rugby. Il n'y en avait pas déjà à la télé, ça passait pas. Donc les gens ne savaient pas, n'avaient jamais vu du rugby à la télé. Au moins, voilà, on était les ambassadrices de notre sport. Mais il y a une responsabilité quand même, tu vois. Tu la ressens, ça? Ou tu donnes l'exemple? Tu sais que si vous gagnez une Coupe du Monde, si ça va forcément entraîner des jeunes filles sous la voie du rugby, etc. Donc il y a une Ah ouais, c'est responsabilité quand même évident. derrière ça. Ouais, bien sûr, bah, en 2014, quand l'équipe de France fait un beau parcours, gagne tous ses matchs de poule, qu'il y a du niveau, qu'il y a du jeu, les gens voient qu'on gagne, bah, forcément, on a rempli les stades. Forcément, il y a des jeunes filles qui ont découvert que le rugby féminin existait, qui se sont ensuite inscrites dans des clubs. Et derrière, bah, c'est toute la pratique qui a augmenté. Moi, quand j'ai commencé le rugby, j'aime bien le dire parce que c'est un truc incroyable. Quand j'ai commencé en 2009, on était 8000. Aujourd'hui, on est 21 000. C'est énorme. Bah ouais, C'est tu une vois. progression en même pas 10 ans, plus de 50%. Donc, tu te dis, c'est génial. C'est génial. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi bah, une visibilité, on passe à la télé, qu'il y a des grandes chaînes comme France 2, France 4 qui nous suivent, qui misent sur nous, qui aiment notre sport, qui aiment la façon dont on joue. Et puis, il y a aussi des gens qui regardent derrière, hein, parce qu'on ne nous mettrait pas sur France 2 s'il y avait personne qui regardait. Donc, vu qu'il y a du monde, ça attire aussi bah, voilà, les partenaires, ça attire de nouvelles joueuses, ça attire voilà, des gens qui ont envie de nous regarder, de nous suivre et de nous soutenir. Donc, c'est Ouais. top. Et comment tu gères l'échec quand vous perdez un match? Alors c'est collectif déjà. Vous gérez ça comment? Vous revoyez les vidéos. Après, il y a des échecs qui font partie d'une progression, mais il y a des échecs qui font mal des fois. Ouais, bah, comme tu dis, ouais, on a nos ennemis jurés, les Anglaises, qu'on a du mal à gagner depuis un petit moment maintenant. Ça fait au moins 4 ou 5 matchs qu'on perd contre elles. Donc clairement, ouais, on se pose des questions parce qu'on a envie de devenir championne du monde, on a des objectifs de championne du monde et clairement, on n'arrive pas aujourd'hui à les battre. Donc forcément, on est quand même dans le top 5 mondial, top 4 mondial, mais aujourd'hui, on n'a pas envie de s'arrêter à ça et on a envie encore d'être sur le toit du monde et d'être championne du monde et de soulever cette coupe ensemble. Clairement, oui, on se pose des questions. Il y a beaucoup de choses qui sont avancées. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. On analyse beaucoup la vidéo. On analyse aussi, euh, comment on pourrait dire, l'état d'esprit de l'équipe. On se questionne. Est-ce qu'on a passé du temps ensemble? Est-ce que l'équipe est soudée? Est-ce qu'il n'y a pas des petits groupes? Est-ce que on se parle? Est-ce que il n'y a pas une tension qu'on ressent à peine, mais qui pourrait être néfaste pour l'équipe? Le projet de jeu, est-ce qu'il est assimilé par tout le monde? Est-ce que physiquement on est en forme? Tout ça, c'est forcément des questions qu'on se pose parce que Ouais. Vous avez les clés aujourd'hui ou ben on les cherche. Et
on le fait pas en claquant des doigts, c'est sûr. C'est un Non, c'est processus clair, hein. qui est très long, hein. C'est un processus qui est très long. Mais déjà, si on est déjà dans cette étape de questionnement, de pas subir les choses, mais se dire bon, là, clairement, on perd. Qu'est-ce qu'on peut faire? Forcément, on se pose des questions et on y réfléchit. On en parle entre nous. On a tout. Si on a envie d'être championne du monde, on va réussir à trouver les clés Ouais. et atteindre notre objectif. Il faut. Comment le rugby t'a fait grandir si tu te revois, parce que t'as quoi, t'as 10 années, t'as 10 ans de carrière à peu près, c'est ça? 2012, on est en 2000. Ouais, c'est ça. Un peu moins, ouais, un peu plus. Ouais. 8 ans, ouais, 8 ans. Le rugby t'a fait grandir? Oh oui, elle m'a fait grandir. Il m'a fait grandir. Ouais, Ouais. ouais, ouais, clairement. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui est introverti, très timide. Je n'allais pas forcément vers les autres. J'étais, ouais, timide, très Mhm. susceptible. Euh, bon, que te dire d'autre? Quand on voit tout ça, je me dis jamais de la vie j'aurais pensé être rugbywoman et encore moins jouer en équipe de France à haut niveau. Mais le rugby m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Déjà, de vivre en groupe, d'être confronté à des gens qui sont complètement différents de toi, de devoir mettre ton ego de côté, de savoir vivre en groupe, voilà, de tout mettre en œuvre pour arriver aux objectifs communs. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait grandir. Et puis, clairement, le haut niveau, faut pas se cacher, c'est dur, hein, c'est je dirais pas marche ou crève, mais il faut tenir bon. Il y a des moments où t'es pas sélectionné, tu comprends pas, tu t'entraînes comme une dingue, tu voudrais jouer, tu joues pas, tu te blesses, tu te remets. Quand tu dis c'est dur, le haut niveau, c'est le fait de pas jouer, de pas être sélectionné, Oh, mais il y de... a plein de choses. Ouais, bah moi pour le coup là dernièrement c'est plus mes blessures qui m'ont mis un coup au moral et qui ont été dures à voilà. Enfin ça a été dur de vivre cette période-là. Mais Hmm. voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai rebondi et que j'ai envie de voir ce qui se passe devant plutôt que regarder ce qui se passe derrière. Ouais, c'est clair. Mais Ouais. oui, il y a eu des moments, bah voilà, les blessures, il y a aussi les non-sélections. Je sais que on est plusieurs à prétendre jouer à haut niveau, à prétendre jouer pour l'équipe de France et voilà, il y a eu des moments où on se dit, bah, je travaille dur, pourquoi je pars pas sur le tournoi, j'ai travaillé et en même temps, est-ce que je suis vraiment prête? Et puis la concurrence est rude, c'est partout pareil, hein. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Comment tu vois ton avenir? C'est quoi tes objectifs sur du moyen terme, sur du court terme? Tu as 31 ans, alors on peut jouer tard hein, au rugby, hein. Ça, y a pas de souci. Ouais, après ça dépend en fait. Il y a des femmes qui ont envie d'être maman, qui ont envie d'avoir une famille, et donc du coup forcément c'est très compliqué c'est difficilement conciliable d'avoir une vie de famille avec en étant joueuse de rugby. Il y en a une qui l'a fait en équipe de France, mais c'est compliqué quand même de faire les deux. Mhm. Après voilà, c'est en fonction des envies de chacun. Moi, pour le coup, là, je dois re-signer sur un contrat de 2 ans avec l'équipe de France. Donc, D'accord. donc voilà, peut-être qu'après, ça sera la fin de ma carrière internationale. Je sais pas encore. Voilà, je me fixe ça déjà, et puis on verra pour la suite. Mais en tout cas, voilà, j'ai très envie de faire la Coupe du Monde, j'ai très envie de la gagner, j'ai très envie de dire je suis championne du monde. Et ensuite, j'aimerais bien, voilà, rentrer dans la vie active. Et voilà, je prépare en ce moment une formation dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que là encore, le confinement m'a ouvert les yeux sur ma vie et sur mes convictions, voilà, personnelles. Je suis quelqu'un qui adore la nature, qui se rend compte aussi que aujourd'hui, on est en train de perdre nos abeilles, que quand on se balade dans la nature, il y a une tonne de plastique par terre, les gens font n'importe quoi. Je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas qu'à Paris, en fait, l'incivilité. Et clairement, j'ai envie de me dire, attends, si on continue tous à mettre nos papiers par terre, nos plastiques par terre et à consommer à outrance, je pense qu'on va droit dans le mur. Et aujourd'hui, je pense que dans ce domaine, il y a énormément d'efforts à faire. Et moi, voilà, j'ai envie de m'investir pour une cause qui me passionne, qui m'intéresse. Et surtout, quand on a été sportif de haut niveau et sportif,
C'est très dur de passer à l'après-carrière parce qu'on a Oui, la chance de vivre des choses extraordinaires sur le terrain, jouer devant du monde, enfin voilà, vivre des matchs à haute intensité avec de l'adrénaline, jouer les meilleures équipes du monde, jouer des matchs en jeu. Donc tout ça font que c'est stimulant, c'est excitant comme vie. Et tu pars en plus voyager partout dans le monde, tu rencontres plein de personnes. Et puis du jour au lendemain, ben, tout ça s'arrêtera un jour. Euh, et voilà, vaut mieux être bien préparé et ne pas s'écrouler en même temps que sa carrière et prévoir la suite des choses. Donc voilà, je la prépare. J'ai déjà un bac plus 5 et des diplômes sur lesquels je peux compter, mais j'ai envie vraiment de me spécialiser dans la RSE parce que d'accord. c'est propre à mes... Et on parlait de passion, on est dans la continuité de la passion, différente, mais... Bah, en ce qui concerne ton alimentation, c'est quelque chose qui est important pour les sportifs de haut niveau. Alors dans le rugby, je suppose qu'il y a des périodes où il faut faire peut-être il faut maigrir, d'autres périodes pour être plus rapide, et puis ça dépend des postes aussi. Il faut aussi faire peut-être du renforcement musculaire aussi pour absorber les coups, peut-être aussi et les chocs. Donc, tu as une alimentation spécifique, toi? Comment tu travailles là-dessus sur ton alimentation? Je sais pas si. Mais bon, après, moi, je suis plus sur l'idée que l'alimentation, s'il y a une tonne de choses aujourd'hui qu'on peut manger, c'est que il faut le manger. Je pense que manger de la viande en petite quantité, c'est très bien. Manger des légumes, c'est très bien. Manger des féculents, c'est très bien. Au final, tout est une question de quantité. Et puis après, d'apport énergétique aussi en fonction de la dépense énergétique. Toute la semaine, si je m'entraîne fort et que je mange bien toute la semaine, mais que le week-end, je m'entraîne pas, que je suis au repos et que je mange mal, au final, tous les bénéfices que je vais avoir pendant la semaine vont être complètement dégradés en week-end. Et donc du coup, ben voilà, c'est adapter en fait Ouais. son alimentation à la dépense énergétique. Aujourd'hui, je ne suis plus suivie, mais je l'ai été pendant un petit moment parce qu'il y avait une diététicienne de l'INSEP qui nous suivait à Marcoussis. Donc on a pu avoir plein de conseils, on a pu dire voilà ce qu'on faisait dans la journée, ce qu'on mangeait, et puis voilà, il y a des choses qu'elles m'ont apporté. Et figure-toi que j'avais du mal à perdre là ces derniers mois quelques kilos et j'en ai perdu 5 en confinement, tu vois, et assez facilement sans me priver, sans avoir besoin de rien. Tu dois être la seule en France qui a perdu du kilo en confinement, mais Ah ouais, bah là je suis au 5e kilo perdu. Je n'ai pas fait ce poids-là depuis que je suis en équipe de France, OK. depuis 2012. Donc ça fait un moment, depuis 8 ans, voilà, j'avais pas fait ce poids-là. Et en fait, ça se trouve que j'ai de la chance d'être en pleine campagne, d'avoir accès à un marché bio qui fournit de la nourriture locale. Donc, je participe déjà à l'économie locale et qui, en plus de ça, ont pas de déchets. Enfin, on va dire que voilà, on arrive avec nos propres sacs. D'accord, ouais. Enfin voilà, il y a pas de déchets quoi. En ce moment, je suis en pleine optique de zéro déchet, donc donc j'essaie de faire attention à comment je consomme, comment je mange. Quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent, des livres ou des figures importantes? Alors, tu as parlé de ton coach tout à l'heure, tu parlais de figures plus de l'athlétisme, Marie-Jo Pérec ou autre, voilà. Et qui t'inspire, toi, aujourd'hui et te tient vers le haut, en tout cas? Du coup, j'ai acheté 2 livres que je n'ai pas encore lus, mais j'ai acheté tellement de livres que du coup, je suis pas encore arrivée à cela, mais que j'ai hâte de commencer. C'est les Vertus de l'échec de Charles Pépin. C'est un livre qu'on m'avait conseillé l'année dernière, je crois, et qu'on m'a encore reconseillé de nouveau. Et je me suis dit, bon, il faut que je l'achète. Donc, elle était dans ma to-do list. Donc, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. En gros, il explique, donc je l'ai pas encore lu, hein, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas que voilà, aujourd'hui Roger Federer, des grandes stars dans leur domaine qui sont excellents et qui performent en ce moment, ont connu les pires échecs qu'on pourrait pas imaginer, enfin qu'on pourrait imaginer, et qui aujourd'hui sont forts et ont su rebondir de ces moments difficiles. Et donc c'est chouette parce qu'au final on se rend compte que bah il y a pas de parcours parfait, il n'y a pas de parcours lisse et au final il faut passer par l'échec pour grandir et rebondir. Et il y en a un autre que du coup j'ai acheté qui s'appelle Les Antisèches du bonheur
de Jonathan Lehman. Et lui, je l'ai entendu à la radio sur Europe 1, je crois, avec Anne Romanoff. Et, euh, et je suis tombée amoureuse de son discours, de la façon dont il parlait. Pareil, grand trader à la City, à Londres, et qui décide de complètement changer de philosophie de vie et de se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer. Et du coup, qui est parti en Inde, je crois, faire un genre de cure et qui en est revenu aujourd'hui avec une méthode pour essayer de mieux vivre dans nos sociétés occidentales. Donc voilà, c'est 2 livres que j'ai envie de lire et qui me paraissent être inspirants. Il y en a un que j'ai lu l'été dernier qui était Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc vous avez compris que je suis à fond dans les livres introspectifs, la recherche du bonheur et compagnie. Le développement personnel, ouais. Ah ouais. Mais ça a été une vraie révélation et ce livre, j'adore. Il est super bien écrit, super facile à lire. Ah ouais, je le conseille à tout le monde. Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Et si tu fais de chaque jour le premier jour du reste de ta vie, j'aime bien aussi. Mais bon, après, voilà, il y a plein de notions comme ça qui sont intéressantes. J'ai des moments où je me sens pas heureuse alors que j'ai tout pour être heureuse et je me dis wake up là, réveille-toi, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, en lisant, j'apprends à avoir un peu plus de gratitude et à faire un travail sur moi-même tous les jours pour accepter le bonheur et accepter de le voir en fait et de me dire que je suis loin d'être malheureuse et que voilà, ces bouquins m'ouvrent les yeux quoi. Ils donnent des moyens, des solutions, voilà, on arrive à comprendre en fait, ouais, il n'y a pas de parcours lisse aujourd'hui et c'est ça qui me plaît. On va terminer par ces belles paroles de développement personnel et d'évolution pour grandir, c'est bien. Lénaïque, je te remercie, c'était un beau partage et puis tu nous as partagé plein de bonnes choses qui vont inspirer les gens. Puis je te dis à bientôt. Merci. Bonne reprise, tu sais pas quand tu reprends, mais bonne reprise et puis bonne carrière en tout cas. Et puis voilà, amuse-toi bien dans le rugby et merci à toi. Merci Charles. Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées, et de noter avec un commentaire nos épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn. C'était Embarquement immédiat, tout un monde de passionnés.